Les deux premiers sont Philippe Marini, le président de la commission des finances du Sénat. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Luc Carvounas, sénateur socialiste, proche, très proche du Premier ministre Manuel Valls. Votre nom a été cité ces derniers jours pour entrer au gouvernement. Ce n'est pas le cas, mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois, j'en suis sûre. On commence avec vous, Philippe Marini. Pierre-René Lemay, qui va donc passer du secrétariat général de l'Élysée à la tête de la Caisse des dépôts. Est-ce que ça, c'est un bon signe ? Oh, c'est pas Vous un aurez à signe. l'auditionner hein, en tant que président de la commission des finances. Le directeur général est à la discrétion du gouvernement. La Caisse des dépôts est un outil de l'État. Il n'y a pas lieu de discuter une telle nomination. Mais c'est un jeu de chaises musicales qui est à votre goût, puisque Jean-Pierre Jouyet va le remplacer. Jean-Pierre Jouyet aurait été très légitime à ce poste dès le départ, mais manque de chance, comme il avait été secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy, il était mal vu par une partie du Parti socialiste. Un ex-sarkozyste, en tout cas, qui est passé par un gouvernement Nicolas Sarkozy, qui rentre à l'Élysée. Luc Carvounas, c'est vrai que ça fait grincer des dents hein, chez certains de vos collègues parlementaires socialistes. Vous, ça vous gêne pas ? Écoutez, moi, je respecte évidemment le choix du président de la République, qui est d'avoir nommé M. Jouyet comme secrétaire général de l'Élysée. Et puis, chacun quand même reconnaît ses talents. Et je crois que le message surtout qu'on a reçu à l'occasion de ces derniers jours, c'est une volonté de donner un nouveau souffle à tous les niveaux, à l'Élysée, au gouvernement, dans la direction nationale du Parti socialiste. Donc moi j'accueille cette nomination avec beaucoup d'élan. 2 ans après l'élection de François Hollande, on avait besoin de ce nouveau souffle ? Vous avez l'impression que le quinquennat était déjà totalement Non, je ne parlerai pas du essoufflé. quinquennat. Par contre, il faut entendre ce qui s'est passé le 30 mars. 30 mars, ça a été un échec pour toute la gauche. Et donc, dès le lendemain, le président de la République, avec beaucoup de fermeté, d'honnêteté politique, a reconnu qu'il y avait un message que les Français nous ont délivré. Et il a décidé, en nommant Manuel Valls Premier ministre, d'envoyer aussi un signal qui était de dire d'abord et avant tout qu'il y allait avoir un retour de l'ordre et de l'État à tous les niveaux. Alors, Philippe Marini, vous, François Hollande reprend la main, Manuel Valls a fait sa déclaration de politique générale. Est-ce que tout ça est à la hauteur des enjeux que traverse la France en ce moment ? En tout cas, il y a une très bonne nouvelle, c'est que cette année, nous aurons un collectif budgétaire. L'année dernière, je l'ai réclamé à corps et à cri, comme mon ami Carrez à l'Assemblée nationale, et on ne voulait pas d'un collectif budgétaire. Nous disions que les comptes dérivaient, qu'on n'atteindrait pas le déficit prévisionnel. On nous a répondu, passé, il n'y a rien à voir. Alors au moins, il y a une chose tout à fait positive avec la nomination de ce nouveau Premier ministre, c'est que nous aurons un collectif budgétaire et enfin, on aura une colonne dépenses, on aura une colonne recettes. On verra ce qui est entre les deux. Attendez, dans la loi de finances, non. On n'a que des annonces qui se sont succédées, qui sont floues, qui sont incertaines, qui portent sur des durées de temps variables et on n'y comprend franchement à peu près rien. C'est vrai que tout à l'heure, lors de la réponse du nouveau secrétaire d'État au budget, Christian Ricard, je vous ai vu noter plein de chiffres. Mais oui. Et vous-même, président de la commission des finances du Sénat, vous aviez l'air presque perdu dans tous ces chiffres. Luc Carvounas, c'est vrai que le flou est toujours entretenu, notamment sur comment on finance ces fameux 50 milliards. D'abord, ce sont 50 milliards qui seront à trouver sur 3 ans. Ça a été rappelé par le Premier ministre. Ensuite, dans la manière dont il a annoncé les choses dans le discours de politique générale, je rappelle qu'il y aura pour le Parlement un rôle à jouer parce qu'il reste 11 milliards à devoir flécher. Et là aussi, le Parlement va trouver toute sa place. Et vous savez, vous n'allez pas arrêter d'être surpris parce que Manuel Valls, aujourd'hui Premier ministre, social-démocrate, l'ADN de la social-démocratie, c'est le dialogue, c'est le compromis, c'est le consensus. Donc il y a une marque avec ce nouveau gouvernement qui sera celui du dialogue et de l'échange. Donc ne soyez pas surpris, ce n'est que le début. Oui, quand je vois notre ancienne collègue Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille, c'est pas exactement pour les milieux familiaux et les personnes attentives aux questions de société, quelqu'un de très apte au compromis. Alors on a un Premier ministre qui est d'une certaine façon, on a avec lui la gauche de la gauche qu'il ne faut pas désespérer. Il y a Premier beaucoup ministre de qui a dit qu'il allait tendre contradictions à la main à gérer. l'opposition, Philippe Marini. Comment ? Un Premier ministre qui a dit vouloir tendre la main et essayer de travailler avec l'opposition aussi. Vouloir tendre la main après avoir redécoupé de manière agressive les cantons, avoir voulu faire passer à toute force des réformes électorales pour qu'on s'aperçoive aujourd'hui que ça ne sert à rien,
Parce que si on veut faire disparaître les départements, pourquoi faut-il redécouper les cantons et s'exposer à de multiples recours? Un gouvernement qui a cherché l'affrontement sur le terrain des questions de société, qui l'a trouvé en réalité sur le terrain électoral où il a eu des réponses à ce qu'il avait mis en place. C'est cette majorité, c'est ce gouvernement qui aujourd'hui prétendrait vouloir tendre la main, alors que fait-il? On le voit presque la corde au cou, supplier les autorités de Bruxelles de décaler l'échéance des 3%, n'est-ce pas? Est-ce digne de la part de la France? Est-ce une façon de nous faire prendre au sérieux? Justement, effectivement, sur l'Europe, est-ce que Bruxelles attend des précisions sur tout le financement de ces différentes mesures? Est-ce que ce plan, selon vous, Luc Carvounas, peut convaincre l'Union européenne et la Commission européenne? En tous les cas, nos deux ministres, Michel Sapin et Arnaud Montebourg, se sont très vite déplacés en Allemagne. Ce soir, ensemble, ça fait déjà, Désir ça a mal commencé. sera à Berlin. Ouais. Le nouveau gouvernement est au travail. Mais juste une petite remarque sur ce que disait mon collègue qui est dans son rôle, dans ses affirmations d'opposition. Je n'ai pas souvenir que quand François Fillon composait ses gouvernements, il n'y avait pas non plus des subtils équilibres politiques en son sein. Et juste une autre remarque. Juste Luc Carvounas, parce qu'on va écouter juste Manuel Valls qui est en direct de la salle de conférence. Dominique Baudis, le maire de Toulouse qu'il a été, le député, le parlementaire européen, au fond ses passions, sa ville, Toulouse, et l'Europe, l'homme de conviction européenne. Nous savons aussi l'homme épris de liberté. Comme journaliste, c'était une figure familière de nos compatriotes, celui qui a présidé aussi le CSA, celui qui aujourd'hui avait cette responsabilité très importante de faire vivre dans notre administration la liberté, l'égalité, la lutte contre le racisme, la laïcité, qui était une de ses valeurs, et puis aussi le président de l'Institut du monde arabe, parce que cette ouverture vers la Méditerranée était également ce qui le caractérisait. Il a servi sa ville, il a servi la République, il a servi ses concitoyens. C'est, je crois, de tous une grande tristesse. Le combat contre la maladie, son courage. Il a connu des épreuves que personne n'aurait aimé connaître il y a quelques années. Les accusations qui ont voulu le salir, et grâce à ce qu'il était, ses valeurs, sa stature, les Français, je crois, lui ont toujours été très reconnaissants de ses engagements. Nous pensons évidemment à son épouse, à sa famille, à ses proches, aux Toulousains et à tous ceux qui ont pu travailler avec lui. Je l'avais vu il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Et incontestablement, il nous manquera. L'hommage de Manuel Valls en direct de la salle des conférences du Sénat à Dominique Baudis, disparu aujourd'hui. Philippe Marini, vous devez rejoindre la Commission des finances et des affaires européennes puisque vous auditionnez le commissaire européen chargé de la fiscalité. Justement, vis-à-vis de Bruxelles, est-ce que la France peut encore demander un délai sur notre niveau de déficit public? Je suis très inquiet par ce que j'entends dire. Certes, Christian Eckert a indiqué tout à l'heure que d'ici peu de temps, d'ici quelques jours, nous aurons le programme de stabilité. Donc nous saurons ce que sont réellement les anticipations pour les années à venir, ce que deviennent les engagements de la France. Je ne peux pas imaginer que nous nous placions dans une situation de quémandeur au point d'affaiblir la position de notre pays en Europe sur tous les dossiers. Et je pense que la France doit faire de son mieux pour tenir ses engagements et que plus il serait décalé, plus il serait lourd et pénible à atteindre avec des contreparties multiples que l'on peut redouter. Merci Philippe Marini d'être venu en direct sur notre plateau. Luc Carvounas, vous avez envie de répondre, je vous ai un peu coupé en plus tout à l'heure. Non, c'est normal. Oui. Non, écoutez, oui, j'ai entendu. Moi, j'ai confiance dans ce gouvernement et la manière dont la voix de la France sera entendue sur la scène européenne. Et puis, vous le savez, il faut maintenant laisser ce gouvernement faire son travail, parce que de toutes les façons, et c'est aussi pour cela que cela transcende la gauche et la droite, pour les Français, pour la France, il n'y aura pas de plan B. Et donc, il y va de l'intérêt du collectif, de l'intérêt de la France que nous ressuscitions tous.
Merci Luc Carvounas d'être venu sur notre plateau. On va passer à un débat maintenant autour des collectivités territoriales. Il y a eu lors des questions d'actualité aujourd'hui au Sénat la moitié des questions qui ont été posées sur cette réforme souhaitée par Manuel Valls. On va d'ailleurs entendre très rapidement la réponse du Premier ministre. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Et puis Jean-Vincent Placé, le patron des écolos au Sénat, va nous rejoindre. Mais on écoute d'abord Manuel Valls. Les conseils généraux, d'ailleurs, pour être très précis, les conseils départementaux, pour encore mieux préciser l'appellation liée à la dernière loi. Je suis bien conscient de ce que cela veut dire. Je vous rappelle simplement qu'avec l'émergence des métropoles, le questionnement sur les conseils généraux est déjà posé. Et je suis bien conscient de l'autre côté ce que cela peut représenter pour un certain nombre de territoires. De toute façon, il va nous falloir inventer les instruments de solidarité, de cohésion territoriale, sociale, économique pour les territoires ruraux, parce que j'ai défendu encore hier ces territoires ruraux et la ruralité, et je crois que c'était le président Mézard qui évoquait très précisément ce que cela peut représenter en termes de distance. Nous avons 6 ans pour cela. Il y a des élections régionales et départementales, il y a une élection présidentielle. Je n'agirai pas et nous n'agirons pas donc avec brutalité, mais c'est un débat qui se pose parce que nous devons réformer en profondeur notre pays. Voilà, ce débat sur la décentralisation, sur la réforme des collectivités territoriales souhaitée par ce nouveau gouvernement. Eh bien, on en débat avec Hervé Maurey, sénateur centriste. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Jean-Vincent Placé, le patron des écologistes ici au Sénat. Bonjour, merci d'être avec nous. Hervé Maurey, vous avez entendu à plusieurs reprises tout à l'heure dans l'hémicycle Manuel Valls, il a répondu à 3 questions. Donc on sent que ça va être le point de réforme le plus important, en tout cas pour l'instant, de ce gouvernement. Écoutez, quand on entend, comme on vient de le faire à l'instant, le Premier ministre qui parle de défense de la ruralité, on a envie de sourire parce que depuis l'élection de François Hollande, et on a eu l'occasion de le souligner ici, on n'a eu que des mauvais coups portés à la ruralité. Alors par rapport à ce que propose maintenant le Premier ministre, on est assez étonné parce que finalement, il propose tout ce que les socialistes ont combattu jusqu'à présent. La suppression de la clause générale de compétences, la suppression des conseils généraux, le regroupement des régions, les financements croisés. Tout cela, aujourd'hui, on a une position qui est totalement inverse à celle qui était celle des socialistes et du gouvernement jusqu'à présent. Donc c'est quand même très étonnant. Alors on va voir comment tout ça se présente dans les textes qui vont venir. Il y a des choses que personnellement j'ai demandé et que je soutiendrai, mais je pense que les socialistes vont souvent par exemple que l'on essaie de clarifier les compétences, que l'on est moins d'enchevêtrement de compétences. J'ai toujours été partisan. Donc il faut simplifier le millefeuille, vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord avec ça, c'est les socialistes et les Verts qui jusqu'à présent étaient contre. Donc c'est très amusant de voir aujourd'hui ce revirement total de position. Les Verts, vous n'êtes pas tout à fait contre non plus la simplification territoriale, Jean-Vincent Placé. Peut-être que c'est parce que j'étais là qui s'est senti obligé de citer les Verts en disant des choses approximatives. Même bon, si alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été proposé par Manuel Valls? Et justement, pour ne pas faire de politique politicienne ou de gauche-droite sur un sujet aussi important, à l'époque, moi je me souviens, j'avais soutenu le rapport Balladur, qui avait dit des choses qui ressemblent à peu près à ce que le Premier ministre Manuel Valls a annoncé. C'est-à dire que mais qu'est-ce qui vous séduit exactement? Est-ce que c'est le regroupement des régions? La simplification, moins de régions, plus fortes, à niveau européen, avec des clarifications de compétences, avec le fait qu'elles se concentrent, ça sera le cas sur le développement économique, sur la recherche, sur l'innovation, sur également l'écologie. Je pense que par exemple la filière éducation pourrait être totalement là aussi avec l'université, donc vraiment faire des régions importantes, là, supprimer les conseils généraux et faire en sorte que les agglomérations ou métropoles soient plus significatives. Et je vais même vous dire, pour aller dans le sens pour le coup d'Hervé Maurey, je souhaite que, en revenant un peu dans la philosophie de ce qu'avait fait Dominique Voynet avec les pays, on soit attentif aux territoires ruraux et ce qui est aujourd'hui les départements ruraux, qu'on essaye de ne pas y toucher. Donc je pense qu'un équilibre comme cela qui reprend ce que nous avions dit à l'époque. Donc on pourrait toucher les départements un peu plus bien sûr, par exemple, urbains et pas les départements ruraux. Il faut essayer d'arriver même en décentralisation, d'avoir une vision qui n'est pas jacobine venue d'en haut. Par exemple, l'Alsace, les 2 départements, la région Alsace, c'est bien. La Normandie réunifiée, ça pourrait intéresser le sénateur Deleurs. Faire en sorte que la Seine-Maritime opposé en Normandie. Voilà. Et par ailleurs, sauf que là-bas, c'est la Haute-Normandie n'ont jamais été d'accord pour se rassembler. C'est surtout la gauche qui a toujours été contre. Il y a des départements en Île-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, en Rhône,
on supprime ça. Oui. Mais c'est sûr que, est-ce que ça doit se faire sur dans la base l'Orne du ou dans la volontariat Lozère, je vois pas trop l'intérêt de Est-ce que ça supprimer peut les se faire conseils sur généraux. la base du volontariat? Parce qu'on voit Ça se finalement... fera pas. Ça se fera pas. Ça se fera pas, c'est Si, il y a le impossible, on est volontariat, ça d'accord. se fera pas. Hervé Maurey. Je crois qu'on est quand même dans les effets d'annonce, parce que quand le Premier ministre parle d'une suppression des départements à horizon 2021, c'est-à-dire dans 7 ans, ça n'est pas sérieux. Quand on veut réformer le pays, on ne dit pas dans 7 ans, on fera ça. Compte tenu de la situation du pays, compte tenu de la nécessité de prendre des mesures rapidement, si on veut vraiment En même temps, Nicolas si on veut Sarkozy, vraiment... à un moment, a voulu aller plus vite aussi. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai justement refusé de voter la réforme des collectivités locales telle qu'elle avait été proposée par Nicolas Sarkozy, parce que sous le poids des lobbies, il a fait machine arrière sur la clarification des compétences et la clarification des financements. Donc moi, contrairement aux socialistes, je suis très en phase avec... je suis très constant dans mes positions. J'ai toujours été pour la clarification des compétences, pour la clarification des financements, que le gouvernement soit de droite ou de gauche. Simplement, maintenant, il faut y aller et y aller vraiment. Jean-Vincent Placé, sur les départements, là aussi ça va être très compliqué parce qu'il va falloir passer par une réforme constitutionnelle. Alors on sait que le gouvernement n'aura jamais une majorité de 3/5 en congrès pour faire passer cette grande réforme autour des départements. Moi, je vous le répète, je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir une vision uniquement globale et systémique du sujet. Garder les départements ruraux, moi je vois pas l'intérêt de faire en sorte que déjà des territoires dits en transition, mais en difficulté, par exemple le centre de la France, enfin je ne citerai pas de département pour éviter de me quereller avec les collègues, mais on voit bien les départements ruraux en difficulté, il n'y a plus grand monde, il n'y a plus beaucoup d'industrie, il y a plutôt une désertification. C'est très important le Conseil général. En revanche, lorsqu'il y a une ville importante et une agglomération, je suis désolé de le dire, le Conseil général, il ne sert plus à grand-chose. Je le répète pour Paris, Lyon, Marseille, mais ça pourrait être dit à Nantes, à Toulouse, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, à Nice, etc. Donc, ayons une vision intelligente. La région a 2 départements, supprimons les 2 départements, faisons une collectivité territoriale unique. Et quand on a fait ça, on finit en réalité à une dizaine, quinzaine de régions, à une cinquantaine de départements, à une vingtaine d'agglos, métropoles. Et voilà, on arrive à quelque chose de construit. Donc, il y a vraiment moyen. Il va falloir faire du cas par cas, regardez tout ça. Oui, on voit que c'est compliqué. Oui. Et à la fin, consultons tout le monde, mais faisons une loi, parce que j'entends bien ce qui est dit par rapport à 2021, mais on pourrait faire le truc à l'inverse. C'est-à-dire que si on disait ça s'applique maintenant, tout le monde dirait ah, mais c'est une magouille, ils vont perdre les départements, les régions, ils préfèrent triturer. Donc il n'y a jamais de bonne solution. Et ce qui compte, c'est de faire des propositions et aller de l'avant. Enfin, j'observe qu'en Italie, le président du Conseil, il a mis en place des réformes structurelles et institutionnelles. Oui, il est notamment en train de supprimer le Sénat italien. Alors faites attention à ce que vous dites. N'allons pas trop loin, Hervé. À l'échéance de la fin de l'année. Ce que je voudrais dire, c'est que la réalité, c'est que la baisse colossale des dotations, dont on n'a pas parlé sur votre plateau depuis que je suis arrivé, va de toute manière, à mon avis, obliger à des regroupements, voire à des disparitions. 10 milliards d'économies, et c'est le sens de la question que j'ai posée au Premier ministre et sur laquelle j'ai pas eu de réponse. Si on diminue les dotations aux communes de manière aussi drastique, elles ne pourront très vite plus équilibrer leur budget alors que c'est une obligation légale. Donc derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas, et j'ai pas eu de réponse du Premier ministre là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une volonté cachée de supprimer les communes ou en tout cas de les obliger à se regrouper de manière très très forte. Il y a une vraie volonté de regroupement des communes. Parce qu'aujourd'hui, 10 milliards, c'est quand même 20% de l'effort d'économie qui représente sur les collectivités locales, alors qu'elles ne sont responsables que de 4% du déficit. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même simplifier aussi le nombre de communes françaises, 36 000 communes, on est le seul pays en Europe à avoir autant de communes. Je ne crois pas que ce soit dans les petites communes qu'on gaspille l'argent, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Et j'observe plutôt que c'est plus les structures sont grosses, plus on a tendance à gérer de manière moins stricte. Dans les petites communes où il n'y a pas d'argent, où il y a beaucoup de bénévoles, je peux vous assurer que c'est pas là où il y a du gaspillage. Donc je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention et ne pas voir ça avec un œil technocratique qui conduit à penser que plus c'est gros, plus on fait des économies. À mon avis, c'est l'inverse. Ouais, mais est-ce qu'avec le regroupement de collectivités, on est sûr de faire des économies à terme ? Mais on a le problème comme des fonctionnaires. Jean-Vincent Placé. Quand même. Moi, je veux bien. Je sais pas, les chiffres qui circulent sont parfois un peu contradictoires. Non, mais ça fait pas beaucoup d'économies à mon avis. Hein. Bon, voilà, disons les choses très franchement, parce qu'il y a les fonctionnaires, il y a les investissements, etc. Après, moi, je trouve toujours intéressant le débat avec Hervé Maurey, mais on peut difficilement tout à la fois voter le traité européen, dire qu'il faut faire des économies, dire qu'il y a trop de déficit, dire que la trajectoire budgétaire doit suivre les recommandations bruxelloises, comme le fait
le parti centriste, et dire à chaque fois qu'il y a des économies, moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire, mais ça me paraît quand même contradictoire avec le global. Quand on veut faire des économies, il faut bien les trouver quelque part. Donc moi je pense qu'au niveau des collectivités locales, je peux reprendre nombre d'éléments parce que c'est l'essentiel des investissements publics aujourd'hui, ce sont les collectivités locales. Donc il faut y faire très attention. Mais quand on est dans la démarche globale de la trajectoire économique, eh bien là, on voit qu'il y a une petite contradiction à chaque fois, parce que je vois la droite qui dit « Ah, mais il faut baisser les impôts, il faut faire des économies. » Et chaque fois qu'on propose une économie, c'est « Ah bah non, pas cette économie-là. » Mais je ne suis pas certain où que sont l'on les propose autres de vraies économies. Non, mais je ne suis pas certain qu'on propose là de vraies économies. Je suis plutôt d'accord circonstanciellement C'est avec pas en vous. supprimant les petites communes qu'on fait des économies. Et le problème avec la baisse des dotations, c'est que les dépenses des collectivités locales sont extrêmement rigides. Je vais prendre un exemple qui est celui de ma commune. Aujourd'hui, j'ai 60% de mon budget, c'est des dépenses de personnel. Comme on ne peut pas licencier le personnel dans une collectivité locale, comment on va amortir la baisse des dotations? Honnêtement, en tant que maire, je ne sais pas. Jean-Vincent Placé, pour finir sur des questions peut-être un petit peu plus politiques, déjà qu'est-ce que vous retenez de cette semaine, de ces premières séquences Manuel Valls, sur le style, sur la forme et aussi sur le fond? Bon, sur le style et la forme, c'est un homme énergique, déterminé, qui a montré qu'il est au niveau de Premier ministre dans ses interventions, dans sa volonté. On l'a connu quand même plus clivant dans ses prises de position, Manuel Valls. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais juger quelqu'un qui arrive en fonction à l'aune de ce qu'il était avant. Comme on dit souvent, le roi de France n'est pas comptable des querelles du duc d'Orléans. Et la réalité, c'est pour ça que moi je ne souhaitais pas d'élite faciès vis-à-vis de Manuel Valls, c'est de voir ce qu'il va dire, ce qu'il a dit et comment il va le faire. Et effectivement, il est très républicain, très unitaire et très rassembleur. Et moi, je trouve ça plutôt de bonne loi. Après, j'ai eu l'occasion de le dire hier au discours de politique générale en réponse. Sur la ligne économique et sociale, c'est la même qu'avant, donc c'est pas tout à fait la nôtre. En revanche, nous attendons des actes, particulièrement sur 3 sujets, la transition énergétique, le pacte de solidarité et la question des collectivités locales dont on vient de débattre. Donc nous jugerons sur les actes pour voir si la confiance entamée peut revenir. Et vous, vos premières impressions, Hervé Moët? Je m'exprimerai de manière moins embarrassée que mon ami Placé, qui a un peu de mal à faire l'apologie du Premier ministre. Comme je n'ai pas besoin de la faire, je suis très à l'aise. Non, je crois qu'il faut juger sur les actes et non pas sur les paroles. Il y a quand même un certain nombre aujourd'hui de points qui restent à éclaircir, notamment les économies, où est-ce qu'elles sont? Parce que quand on additionne les 10 milliards sur les collectivités locales, les 10 milliards sur la sécurité sociale et puis les économies sur l'État, on voit bien qu'il manque 11 milliards. Donc ça, on n'a eu aucune information sur la manière dont on est arrivé aux 50 milliards. Donc on est quand même, enveloppes qui manquent pour l'instant le détail. Donc on est quand même dans le flou. Donc nous, ce qu'on attend, c'est de voir comment on passe de la parole aux actes. Et le flou, ça reste anxiogène quand même pour les Français. On peut citer Madame Aubry qui dit quand il y a du flou, il y a un loup, c'est ça? Moi, même si j'ai des désaccords sur certains sujets, j'ai trouvé plutôt clair. Mais... D'accord. Dernière petite question, Jean-Vincent Placé. On apprend à l'instant la mise en examen de Serge Dassault pour achat de vote. Votre réaction? Comme toujours, indépendance de la justice, présomption d'innocence. Et vous savez quelque chose que vous ne respectez jamais, le secret d'instruction. Qui, moi? Non. Ou les journalistes en général? Les médias. Les médias. Bon, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous d'avoir suivi sur notre antenne ces questions d'actualité au gouvernement et ces débats qui ont suivi. Je vous souhaite une très belle soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.